Cette semaine à Info Témis. Migration et nouveaux travailleurs au Témiscamingue. Lancement de la campagne Choisis-toi. Zoom sur le salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Présentation d'une exposition au Rift de Ville-Marie. Et discussion avec le maire de Moffett. Votre bulletin à Info Témis commence ici et maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, le Témiscamingue a le meilleur solde migratoire de la région cette année. Nous sommes donc partis à la fromagerie de Lorrainville, le fromage au village, pour rencontrer une nouvelle Témiscamienne qui y travaille, mais aussi la gérante qui a l'habitude d'embaucher des nouveaux arrivants. Tu sais, j'ai une équipe stable, ça va bien, mais c'est le recrutement qui est difficile. Donc, quand j'ai des postes, là, présentement, ça va quand même bien, on se croise les doigts, mais à l'automne, j'avais 3 postes à combler, que j'ai eu toute la misère du monde à combler. Là, présentement, ça va super bien, on n'a pas vraiment besoin de personne. Fait que c'est très fluctuant, tu sais. Fait que l'immigration, c'est comme un parcours tellement long, fait que, tu sais, ça prend un an et demi avant que les gens arrivent. Donc, là, un an et demi, j'étais vraiment dans la merde. Là, présentement, ça va mieux. Mais, tu sais, je suis pas... Il y a des gens, des entreprises beaucoup plus en demande que nous, présentement, mettons. Puis, le printemps 2021, chez Témisco, à Notre-Dame-du-Nord, il y avait engagé, dans le fond, des gens de l'Amérique du Sud. Donc, ces messieurs-là, dans le fond, qui sont soudeurs, il y en avait beaucoup qui avaient des conjoints-conjointes. Fait que là, ils voulaient leur trouver des travails. Un peu le défaut de les gens chez Témisco, c'est qu'ils ne parlent pas ni français ni anglais. Il y en a plusieurs qui parlent juste espagnol. Donc, pour leur trouver un travail, ça prenait un endroit où il y avait moins de services à la clientèle. Donc, dans le fond, Caroline nous a proposé une de ces madames-là, donc on l'a engagée. Donc, on a une, dans le fond, colombienne, fait qu'on a appris l'espagnol au travers de l'équipe et tout ça. Emploi Québec m'a offert, dans le fond, de l'aider à ce qu'elle se... la francisation, là. Donc, elle a suivi des cours de francisation. J'ai suivi des cours d'espagnol pour qu'on se rejoigne plus dans le milieu. Puis aussi, au Frère Moffett, il offre des cours de francisation. Puis, dans le fond, j'ai travaillé avec une agence pour faire venir des gens d'autres pays parce que je manquais de personnel. Fait que j'ai 2 personnes, dans le fond, un couple et une madame seule qui arrivent au printemps. Puis cette agence-là m'a proposé les services de Jennifer parce que je voulais quelqu'un qui arrive plus rapidement que les autres délais parce que les gens qui vont arriver vont venir sur des permis de travail de 2 ans. Donc, le délai est un petit peu plus long. Avec Jennifer, ça avait la chance d'être rapide. Je suis arrivée au Témiscamingue le 1er novembre 2021. Alors, j'ai eu une offre d'emploi grâce à Anne et donc je suis venue à l'aide d'un PVT, un permis vacances-travail pour une durée de 2 ans. Alors, je travaille en tant que responsable HSCCP, donc mon travail consiste à m'assurer que ce qu'on a écrit dans nos procédures d'hygiène soit appliqué et applicable au sein de la production et faire des ajustements si besoin au niveau des procédures pour qu'on soit bien en adéquation avec ce qu'on a écrit. Initialement, le PVT, c'est un tirage au sort. Mais à cause de la Covid, l'immigration a décidé d'attribuer le permis vacances-travail uniquement aux candidats ayant une offre d'emploi. Et donc, grâce à Anne, j'ai pu avoir ce visa de travail qui n'est pas lié à l'employeur. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ce que je veux pendant 2 ans. Soit je travaille, soit je me prends un an sabbatique pour visiter le territoire. J'ai eu un cours d'immigration accéléré, puis je trouve ça génial. Puis dans le fond, moi, quand j'avais discuté avec Jennifer, j'avais un besoin un certain temps. Puis dans le fond, j'étais super ouverte à ce qu'elle s'en aille quand elle avait d'autres opportunités. Puis dans le fond, je trouvais ça plate qu'elle puisse pas venir sans qu'elle ait d'offre d'emploi. Puis les gens, ils voulaient pas prendre le risque. Moi, je me disais, pour le... Tu sais, ça coûtait pas... J'avais pas vraiment, moi, de coûts associés à ça. Fait que je me disais, au pire, elle sera ici un mois, tu sais. Fait que je le voyais comme ça. Puis je me disais, si ça clique, ben, elle va nous faire avancer. Moi, j'avais besoin de ce support-là. J'avais dans le fond, Jennifer nous a permis d'aller chercher une inspection un peu plus élevée, qui est justement ce qu'elle disait HACCP. Moi, j'avais le niveau un petit peu en bas d'inspection. Fait que là, avec son aide, j'ai réussi à pouvoir atteindre ce niveau-là. Fait que je me disais, si au moins elle me permet de faire ça
ben, je vais avoir gagné ce permis-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est génial, elle a les qualités de mes défauts. Fait qu'elle aime ça, elle, les papiers, puis organiser. Moi, plus c'est à l'envers, mieux je me sens. Fait que c'est ça, on fait bien des jokes par rapport à ça, mais j'étais bien ouverte à ce qu'elle vienne juste un mois ici, puis tout ça. Fait que là, ça fait novembre, ça fait 3 mois. Fait que puis ça va encore super bien, on s'aime encore. Fait que c'est quand même bon signe. Moi, je viens d'une grosse ville, je viens de Paris, donc j'ai connu les embouteillages, les gens aigris qui sont assez râleurs. Tous les Parisiens ne sont pas comme ça, encore heureux, mais j'aime pas trop les grosses villes. Je préfère la campagne. Pour le moment, j'y reste. Après, je verrai si j'ai d'autres opportunités ailleurs ou pas, parce que c'est la première fois de ma vie où je mets les pieds dans la province de Québec, donc j'aimerais voir s'il y a d'autres possibilités ailleurs. Donc, si j'ai une proposition d'emploi dans une autre ville, peut-être que j'irai, mais là encore, pas à n'importe quelle condition non plus. Les maisons des jeunes ont créé des outils de prévention à l'usage du cannabis et du vapotage pour mieux outiller les jeunes et les animateurs à ce sujet. On est aujourd'hui avec Mathilde de la Maison des Jeunes. Merci d'être venue, Mathilde. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton organisme? Oui, donc je suis Mathilde Montel, je travaille comme agente de développement et chef d'équipe à la Maison des Jeunes du Témiscamingue. Donc à la Maison des Jeunes, on fait de l'animation en milieu rural, dans le fond, dans 3 locaux, dont Notre-Dame-du-Nord, La Tulipe et Lorrainville pour les jeunes de 12 à 17 ans. Donc on fait des activités. La porte d'entrée, c'est toujours le loisir, mais on travaille en saines habitudes de vie, en prévention des dépendances. On travaille aussi en implication citoyenne, donc avec les jeunes de 12 à 17 ans. Très bien. Et je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de votre nouvelle campagne qui s'appelle Choisis-toi. D'ailleurs, pourquoi ce nom? En fait, c'est qu'on a eu une subvention au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec pour faire des outils de prévention, en fait, au niveau des dépendances, vapotage, cannabis principalement. Donc, c'est ça. Donc, avec l'enveloppe, on a fait la conceptualisation d'un jeu qui s'appelle Choisis-toi, en fait, parce que ça s'inspire un peu là, du jeu de société Destin où on a des choix à faire pour le parcours de vie. Mais en fait, c'est un parcours d'un élève au secondaire, donc de secondaire 1 jusqu'à la graduation. Et puis, dans le fond, dans le jeu, il y a des cartes de mise en situation. Donc, je sais pas, qui travaillent autant les facteurs de protection. Quand on parle de facteurs de protection, on parle de l'estime de soi, des saines habitudes de vie, tout ça. Mais autant aussi des situations où le jeune est confronté dans un party à est-ce que je consomme pas. Donc, c'est vraiment des mises en situation où le jeune fait des choix, puis selon les choix qu'il fait, il avance ou il perd des points là, dans le jeu. Tu veux bien nous montrer un exemple? Oui, notamment? tout à fait. Donc, les différentes cartes. Oui, donc le jeu Choisis-toi ici. On a des catégories de cartes. Là. Donc, on a la catégorie à l'école, loisirs, entourage, engagement au niveau du travail et de l'implication. Donc, selon les catégories, les mises en situation sont différentes. Là. C'est ça. Donc, les jeunes, c'est ça, ils gagnent ou ils perdent des points dans les facteurs de protection. Là. Donc, on parle d'estime de soi, de la persévérance scolaire, on parle de saines habitudes de vie et compagnie. Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils perdent ou ils gagnent des points selon les choix qu'ils font dans le jeu, dans le fond. On l'a testé en Maison des Jeunes. C'est quand même vraiment... c'est agréable. Puis, c'est un outil aussi pour ouvrir la discussion avec eux. Selon les choix qu'ils font, ben là, ça porte des fois à discuter. Donc, c'est surtout un outil d'intervention, mais il y a l'aspect ludique aussi, là, qui a pas été Il est très joli, la boîte, d'ailleurs, j'aime bien. C'est une collaboration de plusieurs organismes avec la Maison des Jeunes. Il y a qui d'autre avec qui vous avez travaillé? En fait, c'est les Maisons des Jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue avec aussi Jeunesse en milieu rural. Donc, qui regroupe là, différents organismes qui travaillent aussi en animation dans les milieux ruraux là, de l'Abitibi-Témiscamingue, nord-est du Québec. Donc, c'est principalement eux, c'est financé par la santé publique là, qui sont aussi partenaires dans le projet. Donc, voilà. Puis, c'est ça, le regroupement des Maisons des Jeunes du Québec là, dans le régional. Là. Et vous visez un public jeune, mais est-ce que tu penses que ça pourrait aider des personnes plus âgées également qui ont
qui sont peut-être addicts au vapotage ou... Ben, c'est surtout un outil de prévention, là, donc c'est vraiment conçu pour être utilisé en maison des jeunes, donc il va être principalement utilisé là, mais c'est sûr que s'il y a d'autres intervenants sur le territoire, là, on parle d'intervenants scolaires, de travailleurs de milieu qui auraient envie de l'essayer avec une clientèle, nous on peut les prêter les jeux, il n'y aurait pas de problème. Là. D'accord. Jusqu'à combien de personnes peuvent jouer en même temps? On peut jouer avec un groupe de 6 à 8 jeunes là, en maison des jeunes. Et vous avez donc fait d'autres beaux outils à part le jeu? Qu'est-ce que vous avez créé d'autre? Oui, c'est ça. Grâce à cette campagne-là, on a pu aussi faire des petites trousses pour les intervenants où il y a, par exemple, il y a des livres qu'on peut prêter aux jeunes là, en lien avec les dépendances. On a aussi des jeux, du matériel promotionnel ou de sensibilisation. Puis, c'est ça. Fait qu'on a vraiment du matériel pour intervenir, des petites cartes pour faire de la prévention, pour avoir des discussions. Donc, c'est ça, qui travaille au niveau, justement, prévention, information au niveau des dépendances, mais aussi les facteurs de protection. Vous vous êtes vraiment mobilisé. Est-ce que tu penses que, en ce moment, c'est un sujet, bien sûr, qui a toujours touché les jeunes, mais est-ce que tu penses qu'avec la pandémie, c'est quelque chose qui c'est important de toujours en parler et de faire de la prévention en ce moment? Bien, c'est sûr que la pandémie, l'isolement, c'est quand même un facteur qui crée un risque au niveau des dépendances, mais aussi le contexte au niveau du vapotage. Là, c'est sûr qu'il y a un momentum en ce moment. Le tabagisme avait été quand même relativement... il y avait eu des avancées, là, et de moins en moins de jeunes commençaient à fumer la cigarette, mais avec le vapotage, ben là, c'est un nouveau truc qui apparaît là, au niveau des adolescents. Puis, on avait plus ou moins d'informations. Ça arrivait un peu au compte-gouttes, c'était quoi les impacts réels sur la santé. Puis là, on a de plus en plus d'informations, donc on est de plus en plus capable d'intervenir puis de refléter aux jeunes aussi c'est quoi les impacts que ça peut avoir à court, moyen terme sur la santé. Donc, on a les outils, fait qu'on s'en sert maintenant pour faire la prévention. Donc, il y a ça de positif, mais aussi avec la légalisation du cannabis, c'est sûr qu'il y a des enjeux de prévention qui entrent en ligne de compte parce qu'il y a quand même une espèce de normalisation de la consommation. Donc, c'est important que les jeunes soient outillés puis ils soient conscients des risques et des conséquences qu'il peut y avoir à consommer. Bien sûr. Tu m'as d'ailleurs envoyé une affiche, je me rappelle, on disait que dans le vapotage, il n'y a pas de liquide, du coup, et que ça équivalait au final à fumer comme des cigarettes dans le long terme. C'est bien ça? Oui, bien, en fait... Tu peux l'expliquer? Oui, en fait, souvent, les jeunes, ce qu'on entend, c'est que « Ah, mais c'est pas grave, c'est de la vapeur d'eau. » Mais en fait, il n'y a pas d'eau dans les liquides de vapotage. C'est que des ingrédients avec des noms qu'on a de la difficulté à prononcer. Là. Donc, des ingrédients qui sont chimiques. Donc, il n'y en a pas de vapeur d'eau. C'est un mythe qui est quand même très, très propagé. Moi-même, je ne savais pas. Je croyais qu'il y avait de l'eau dedans. Non, il n'y a pas d'eau, en fait. D'accord. Puis, en tout cas, les jeunes sont plus ou moins conscients. Ils trouvent ça un peu dégueu, les adultes qui fument la cigarette. Oui. Mais là, quand tu leur dis, ouais, mais dans ton vapotage, dans ta journée, tu fumes peut-être un paquet et demi, 2 paquets de cigarettes. Au niveau de la consommation de nicotine, ça a un impact au niveau de la dépendance, au niveau du cerveau. Puis, en général, là, ils développent des dépendances beaucoup plus accrues à la nicotine qu'un adulte qui fume la cigarette parce que la concentration est très, très élevée et ils ne sont pas toujours conscients de ça. Et lorsque vous avez testé le jeu à la Maison des Jeunes avec le groupe, est-ce qu'ils ont pris conscience de certains facts qu'ils ne savaient pas en fait? Oui, parce qu'on a aussi des cartes savais-tu là, que parfois ils doivent piger dans le jeu et lire. Donc, il y a des faits qu'on apprend, mais c'est aussi de un peu réfléchir à eux, leurs réflexes pour se protéger dans le sens de l'influence aussi des pairs puis de tout ça, qui réfléchissent un peu à comment, dans des situations concrètes de leur vie, ils réagissent. Dans le fond, c'est un peu un reflet de ça, le jeu. C'est un beau projet. Merci de l'avoir partagé avec nous. Mais ça me fait plaisir. Catherine Drolet-Marchand, responsable aux communications pour la 46e édition du Salon du Livre et de l'Abitibi-Témiscamingue, nous parle de l'événement qui aura lieu à Ville-Marie en mai 2022. L'événement devrait avoir lieu du 26 au 29 mai à Ville-Marie. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous présenter le comité organisateur? Bien oui, tout à fait. Donc, c'est un salon du livre, ça s'organise avec énormément de bénévoles. Ça me fait plaisir de vous les présenter. Il y a Valérie Lalonde, en fait, qui est notre coordonnatrice. Josiane Bergeron aux auteurs. Valérie Godette à la programmation jeunesse. Nathalie Cyr aux événements.
Nous avons également Linda Lachapelle qui est au comité d'accueil, donc pour l'accueil de tous les visiteurs et les auteurs et tout ça. Également Denis Lecomte et Yann Lecomte, Denis étant aux exposants et Yann étant à l'aménagement. Et Gaétane Bastien qui est aux finances, très important aussi de garder un œil sur nos finances. Et donc tout ça chapeauté en fait par Sylvie Tremblay qui est la directrice générale de la corporation, qui nous soutient jour après jour dans l'organisation de ce salon. Et dis-moi, quelles ont été les différentes étapes pour organiser un tel événement? Bien, en fait, moi, je suis nouvelle dans l'organisation, donc je suis arrivée un petit peu autour du mois de novembre dernier, mais eux se réunissaient déjà là, avant pour choisir le thème de l'événement, choisir un peu la formule. Évidemment, on travaille dans un contexte qui est extrêmement imprévisible, donc ils ont commencé justement à parler de tout ça là, dès l'automne. Donc, c'est quand même assez tôt. Puis, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de Salon du livre à Ville-Marie, donc c'est certain que l'équipe en place était bien heureuse de se retrouver pour l'organisation. Et quel est le thème, donc, cette année? On ne peut pas en parler encore. C'est encore un secret. C'est encore un secret. Puis, tu sais, on a voulu sortir dans les médias dès maintenant, en fait, pour que les gens du Témiscamingue et de l'Abitibi-Témiscamingue puissent commencer à tout de suite mettre l'événement au calendrier et leur dire que, peu importe la formule, en fait, que le salon prendra, il y aura un salon du livre. Donc, c'est tout simplement la forme dont on n'est pas certain encore tout à fait. D'accord. Et où est-ce qu'elles en sont les préparatifs, du coup, maintenant? Je sais que vous êtes parti au Salon du livre de Montréal pour rencontrer les maisons d'édition et les auteurs, pour les inviter. Exactement. Est-ce que vous avez reçu la confirmation de certains? Certains, oui. Ça rentre au compte-gouttes, je vous dirais, peut-être plus dans les dernières semaines, un petit peu plus. On commence à être encouragé, en fait, des réponses qu'on a. Mais c'est certain que tout est un petit peu plus au ralenti. Donc, les maisons d'édition, les auteurs, le milieu du livre, ils essaient de voir un petit peu, justement, leur avantage à venir dans un salon du livre aussi, se déplacer, tout ça. Il faut que ce soit intéressant aussi à divers niveaux, autant au niveau de la sécurité même qu'au niveau des sous. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent quand même entrer en ligne de compte. Mais on est content jusqu'à maintenant parce que ça commence à rentrer. Puis, veut pas, plus on va discuter avec eux pour leur dire qu'il y aura à tout prix un salon du livre et qu'on va les mettre en avant, en fait, les auteurs, et on va faciliter les rencontres avec les auteurs, que les gens soient, en fait, dans le confort de leur salon ou bien en présentiel à l'Arena Frère Arthur Bergeron. Plus on leur dit ça, plus on les rassure et plus ils sont enclins, évidemment, à se présenter, à venir offrir aussi différents ateliers ou des conférences ou des choses comme ça. Donc, tout se met en place en ce moment assez tranquillement, mais on voulait vraiment donner un signal clair, en fait, à la population, comme quoi le salon, il va être là. Puis, on a bien hâte de vous le présenter. Et est-ce que tu peux me parler du partenariat avec les bibliothèques et les librairies de la région? Comment ça va se dérouler? Oui, bien, c'est certain que les librairies et les bibliothèques sont nos premières courroies de transmission, si je peux dire. Donc, c'est lancé là l'écosystème de tout le livre et de la littérature et tout ça. Et maintenant, ça va au-delà, là, c'est même les livres numériques et tout ça. Donc, c'est un univers que nous, on doit se coller à tout prix, là, quand on organise un salon du livre. Donc, ils sont les partenaires des premiers instants, en fait, pour passer le message, pour faire la promotion aussi du salon du livre et des auteurs qui seront présents. Donc, ce qu'ils font normalement, c'est qu'évidemment, lorsque certains auteurs sont confirmés, bien, les livres de ces auteurs-là, bien, ils sont mis un petit peu plus en avant. C'est indiqué, dans le fond, que ces auteurs-là vont être au Salon du livre, puis que les gens vont pouvoir venir les rencontrer, poser leurs questions. Donc, c'est un peu ça. C'est nos courroies de transmission principales. C'est des bons partenaires. D'accord. Et donc, l'année passée, l'événement était complètement virtuel, mais vous offrez une formule hybride cette année, donc présentiel et virtuel. Comment vous allez jongler entre les deux? Oui, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Mais en fait, on établit des scénarios A, B, C, D là, en ce moment, donc c'est quand même compliqué en ce moment parce qu'on se dit, parce qu'on ne sait vraiment pas. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que, puis premièrement, on a vu les deux exemples parce que le Salon du livre de Montréal était en formule hybride. Donc, moins de personnes, mais quand même des personnes dans le salon, dans l'environnement du salon, mais aussi beaucoup de contenu virtuel.
Donc, eux, il y avait cette formule hybride-là dont on a pu s'inspirer. Puis, le Salon du livre de Val-d'Or de l'an dernier qui était complètement en virtuel. Donc, on a la chance quand même d'avoir des bons modèles de formules. Et maintenant, on est un peu chanceux là-dedans dans le sens qu'on a déjà vu des salons du livre se réinventer dans les dernières années. Donc là, nous, on regarde ça, on s'inspire de ce qu'ils ont fait et on essaie de justement créer le nôtre qui aura sa propre couleur, mais qui, effectivement, là, sera en mode hybride, ça, c'est à 100% sûr. Sauf que là, on essaie juste on se croise les doigts vraiment parce qu'on veut que les gens puissent se déplacer, venir rencontrer les auteurs. Donc, on se croise les doigts vraiment pour le présentiel. Et étant donné on est encore en pleine crise, pourquoi ne pas avoir opté pour un événement 100% virtuel? Parce que, il y a des événements qui peuvent se tenir puis qui vont commencer à se tenir en mode hybride et peut-être avec moins de gens, mais ça va. Nous, on a vraiment on a cette conviction-là que ça commence quand même à s'ouvrir et que ces possibilités-là sont là et que si jamais on a la possibilité de le faire, on veut l'avoir réfléchi. On ne veut pas arriver à la dernière minute et dire « Ah, on aurait dû ouvrir à la... » On ne veut pas aller vers là. C'est plus facile, en fait, de faire le contraire. Donc, pour l'instant, c'est le genre de salon qu'on aimerait offrir à la population, puis on espère pouvoir le faire, mais évidemment, on s'ajustera, en fait, au fil du temps, là, avec les mesures sanitaires et tout. D'accord. Et donc, encore une fois, si tout se passe bien, voilà. Quels sont les lieux et les bâtiments mobilisés à Ville-Marie exactement? Où est-ce que ça va être? Bien, le Salon du livre se déroule toujours depuis plusieurs éditions là, à l'Aréna Frère Arthur Bergeron. Donc, l'Aréna qui accueille tous les exposants. En fait, chacune des maisons d'édition a son kiosque et ses auteurs et présente ses choses. Donc, ça va être encore ça cette année. On va opter probablement pour peut-être une façon différente d'occuper l'espace, mais c'est sûr que c'est le lieu numéro 1, c'est là que tout se passe. Est-ce que vous avez prévu une jauge d'accueil et des gestes barrières spécifiques? En matière de gestes barrières, qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à la pandémie, par rapport aux masques, etc. C'est sûr que là, tu sais, puis on débute là, dans cette organisation-là au niveau de la santé publique, mais on va avoir à parler avec eux là, constamment pour s'assurer que tout est en règle, bien entendu. Donc, c'est ça. Fait qu'on va y aller vraiment selon leurs recommandations, le 2 mètres de distance, toutes ces choses-là qui seront respectées probablement lors de l'événement, là, et aussi probablement avec une capacité maximale. Mais encore là, tu sais, on n'a pas d'indicatif. Donc, on attend de se rapprocher un petit peu plus de la date, évidemment, là, pour mettre ces choses en place. Bien sûr. C'est un peu difficile de prédire à l'avance dans la situation actuelle. Ouais. On ne sait pas. On navigue en eau trouble. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer ou un détail que je n'ai pas mentionné que tu aimerais préciser? Je dirais aux gens peut-être d'aller tout de suite aimer la page Facebook du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on y met de l'information constamment et ça va s'intensifier là, dans les prochaines semaines. Et aussitôt, justement, qu'on a des informations en lien avec la formule, toutes ces choses-là qui s'en viennent, on va pouvoir les mettre évidemment sur la page Facebook. Vers la fin d'avril, on devrait vraiment faire le lancement plus officiel là, de l'ensemble des choses qu'on retrouvera au salon et de nos confirmations d'auteurs. Et on va pouvoir vous présenter aussi notre président d'honneur à ce moment-là. Donc, on est bien hâte là, de vous montrer tout ça. Merci beaucoup, Catherine. Merci. L'exposition textile de Vanessa Yano, Seconde Vie, est ouverte au public du 5 février au 10 avril 2022 à la Galerie du Rift à Ville-Marie. Je m'appelle Vanessa Yano. Je viens de Montréal. Je suis montréalaise anglophone. Par contre, j'ai passé beaucoup d'années hors de Canada, dans mes vingtaines. Dans mes trentaines, je suis revenue à Montréal pour planter des racines pour commencer ma vie comme artiste professionnelle. Avant, je travaillais beaucoup plus en sculpture avec le verre qui était comme ma matière première, mais les textiles m'ont, au fur et à mesure, ont venu de plus en plus dans mes œuvres. J'intègre aussi l'appliqué, le métal des fois, du bois. Et oui, je suis vraiment une personne qui adore les matériaux. Donc, si tu viens
dans mon atelier, tu verrais que j'ai plein de choses variées du côté industriel, objets trouvés, quincaillerie, des choses que j'aime voir, des matériaux que nous, on considère quotidiens, et j'aime les mettre sur le dos, de leur donner raison d'être, de leur donner une nouvelle vie, de les sortir de nos préconceptions de c'est quoi ces matériaux-là. Ici, à Ville-Marie, je présente un corps de travail sur lequel j'ai travaillé pour environ 12 années, je dirais. Je le vois comme un série que je ne vais jamais arrêter, mais je vais commencer d'autres corps de travail en tandem avec. Mais c'est un corps de travail où mon point de départ, c'est des œuvres ou des projets de broderie de l'Antiquité. Donc, je trouve des projets de broderie qui n'ont pas été terminés. Et ça, c'est mon ouverture. Donc, c'est des personnes anonymes que je ne connais pas. Bien, en fait, il y a une pièce qui était de ma grand-mère. Elle a fait un projet qu'elle-même n'avait pas terminé. Et moi, mon point de départ, c'est d'apprendre les techniques de base qu'eux, ils ont utilisées ou ont voulu utiliser. Et j'apprends la technique de textile et ensuite, j'y vais beaucoup plus loin avec. Donc, souvent, les concepts que j'ajoute ont une sensibilité plutôt vers mes préoccupations comme personne qui vit en 2021, mais aussi en donnant le respect des fois, souvent, de la personne anonyme avec qui je collabore avec. Donc oui, c'est comme, des fois je regarde l'expo et je dis, ça pourrait être même un expo de groupe, parce qu'il y a tellement de différents styles, palettes et sujets qui ont influencé où je suis allée avec. Le début de ce projet, c'est assez intime et spécial parce qu'il y a une petite boutique dans mon quartier qui était gérée par une femme dans ces années 80. Et en fait, elle était amie avec ma grand-mère. Je l'ai connue après que ma grand-mère est décédée, mais c'est un duplex qui est plein d'antiquités. J'ai tombé en amour avec cet espace et avec l'aspect intergénérationnel. Donc, il te donne du thé, des petits biscuits, tu fais ta visite. Et c'est en trouvant ces pièces pas finies, initialement au Little Shop. Et ensuite, eux, ils ont continué à les collectionner pour moi de côté. Donc, à chaque fois que je fais la visite, ils ont dit « Vanessa, on a 3 nouveaux broderies pas finies, est-ce que tu veux les voir? » etc. J'étais déçue qu'on n'avait pas pu faire un vernissage, mais je crois qu'il y aura un finissage vers la fin de l'expo en avril et j'espère que votre public va venir en grand nombre, en particulier les personnes qui se sont attachées à des textiles, des personnes multigénérationnelles pourraient vraiment aimer cette expo. Aussi, c'est un peu cherche-trouve pour les enfants parce que chaque pièce originale se trouve sur le mur ici et les enfants peuvent voir « on le trouve dans cette sculpture-là », etc. Donc, soyez le bienvenu. Alexandre Binette, maire de Moffett, discute de la démographie et des divers projets de sa municipalité. Bienvenue. Bonjour, merci. Je t'ai invité pour parler de différents sujets, pour parler de Moffett. Et on va commencer à parler de la démographie. D'après un article publié par Radio-Canada en novembre dernier, 72 nouvelles personnes ont fait leur entrée à Moffett entre 2018 et 2021. Et 18 ont quitté ou sont décédés. Quelle est la recette de la croissance démographique de Moffett, soit 27% en 4 ans? La recette de la croissance démographique. Je ne pense pas qu'il y a de recette en particulier pour justifier cette croissance-là, mais c'est quand même exceptionnel. Puis je pense que c'est paradoxal de le dire comme ça, mais la pandémie a joué un énorme rôle. Je pense que quand on regarde des gens qui se sont installés
à Moffett là, depuis 4 ans, particulièrement depuis les 2 dernières années. Cette notion-là de quitter la ville puis d'aller s'installer en campagne même, j'oserais dire, profonde, là, comme par chez nous, c'est vraiment un facteur décisif. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est un peu comme l'histoire de Moffett qui se recrée 90 ans plus tard. Moffett qui avait été fondé, là, en fait, les premiers arrivants de Moffett au début des années 30 étaient venus du temps de la grande crise économique là, de 1929, puis ça allait mal en ville, donc les gens s'en venaient en campagne, puis on dirait que c'est encore un petit peu ça qui se crée maintenant 90 ans plus tard. Donc, c'est ça. Puis des gens, tu sais, on avait aussi la chance à Moffett là, d'avoir beaucoup des chalets, des maisons, des fermettes de disponibles. Puis c'est ce qui a intéressé les gens. On dirait que tout s'est vendu en l'espace là, dans les 2 dernières années. Fait que là, nous, on remarquait ça, cette espèce d'engouement-là. Moi, j'ai demandé à notre directrice générale là, de faire... on a travaillé un petit bilan migratoire. Puis justement, c'est ce qu'on a réussi à voir, c'est que à 72 nouveaux, moins 18 de partis, ça fait quand même 54 nouveaux. Donc 27 % d'augmentation là, pour notre population qui était de 200 habitants. Nous, on le sentait. C'est vraiment le fun de sentir cette dynamique-là. Puis c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui amène ces gens-là à Moffett, parce que c'est pas comme si on avait des grandes industries puis des emplois à pourvoir, on cherche des gens. Donc, qui a fait son entrée? Bien, on a beaucoup des retraités, des gens qui ont devancé même des fois leur projet de retraite pour venir s'installer sur le bord du lac, parce qu'on a une très longue rive, en fait, là, avec plusieurs chalets, là, des beaux chalets 4 saisons. Fait que des gens sont venus s'installer là, des gens qui arrivent de l'extérieur de la région, parce que ça aussi, là, sur ces 72-là, plus de la moitié viennent de l'extérieur de la région. Donc de l'Ontario, entre autres, ou d'ailleurs au Québec. Donc, il y a eux, il y a les retraités, il y a aussi les télétravailleurs. Moi, je suis un télétravailleur. J'étais tout seul de ma gang, en fait, là, depuis 2008 que je fais ça. Je travaille à distance. Puis je me suis dit, ben, c'est un paradis, ça, pour les gens qui veulent le faire, parce qu'on travaille, puis quand on a fini, on est directement en pleine nature, on est prêt à faire nos activités. On n'a pas besoin de faire 500-600 km là, pour faire des choses intéressantes. Donc, je me suis dit, ça serait le fun. Puis là, la pandémie a amené ça, alors que c'était à peu près pas possible pour la grande majorité des gens de faire du télétravail. Depuis les 2 dernières années, les gens ont été obligés de faire du télétravail. Donc, il y a eu quand même une grande évolution au niveau des mœurs ou des façons de fonctionner au niveau du marché du travail. Donc, il y a des gens qui ont choisi cette option-là, puis qui sont venus s'installer à Moffett. Là, je pense j'étais tout seul, on doit être rendu 8 ou 10 là, qui font du télétravail. Des gens qui gèrent leur entreprise justement à distance à partir de là. Puis, on a aussi une gang, je dirais une classe de personnes que moi je trouve super intéressante. Je ne sais pas comment les appeler, peut-être des altermondialistes, là, mais des gens qui sont, eux autres en tant que tels, sont partis de la ville, puis ils avaient vraiment envie de venir vivre. Pas nécessairement pour un travail, là, mais de venir vivre sur la terre, tu sais, un peu le retour à la terre, peut-être, on pourrait dire comme ça, des gens qui ont des fermettes, qui maintenant ont des animaux, font des gros jardins, qui vivent ce rêve-là. En fait, qui vivaient ce rêve-là. La pandémie a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase pour beaucoup de gens. Donc, tout s'est vendu. Toutes les fermettes. Là, on n'a plus rien à vendre en tant que tel à Moffett, donc on est presque à pleine capacité. C'est drôle à dire parce que c'était pas le cas il y a quelques années. Mais moi, je trouve ça le fun. Puis surtout, ces gens-là qui veulent venir s'installer comme ça pour travailler la terre, redynamisent beaucoup le milieu, se créent leur propre emploi, emmènent toutes sortes de compétences puis de nouvelles idées dans la municipalité. Fait que nous, en tout cas, moi, à la municipalité, je veux donner tous les outils à ces gens-là pour qu'ils soient capables de vraiment vivre leur rêve, là. Et j'ai lu que tu avais une tradition, donc tu offrais une tarte au sucre aux nouveaux arrivants. Est-ce que tu le fais toujours? Je le fais toujours, quoique j'ai pris du retard là-dessus. Vous comprendrez, avec autant de nouveaux arrivants, là, c'est difficile. Fait qu'on essaie de... j'essaie de prioriser, mais là, je sais que j'en ai quand même plusieurs à faire. Mais c'est quand même un geste intéressant. Moi, ce que j'aime le plus, c'est rencontrer des gens. Souvent, les gens sont très surpris de voir le maire qui arrive chez eux avec une tarte au sucre. D'autres, par contre, ont déjà lu la nouvelle sur Internet, puis s'attendent à la recevoir. Mais moi, en fait, quand je la livre, la tarte, c'est oui, faire ce geste-là de bienvenue, de dire on connaît ces gens-là, on les reconnaît. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Comment est-ce qu'on peut les aider? C'est un peu
peu ça, essayer de les brancher avec les réseaux existants au niveau des organismes, au niveau de, s'ils ont des questions, au niveau de la connectivité, Internet, quoi faire, tu sais. Mon but, c'est vraiment que ça soit un bel accueil, qu'ils se sentent intégrés rapidement, puis qu'ils puissent vivre là, à plein là, leur nouvelle vie là, rapidement. Là. Mais on le fait encore, puis c'est tout le temps bien le fun. Et est-ce que tu connais le chiffre exact du nombre d'habitants en ce moment à Moffett? Ben non, c'est dur à dire. Tu sais, nous, on a généralement, on fonctionnait là, depuis quelques années avec le chiffre d'environ 200. Là, de la façon que la population est officiellement comptée, je pense que ça va avec le recensement, mais c'est difficile à savoir exactement qu'est-ce qu'est la population, mais là, je l'estimerais qu'il serait plus dans le coin de 250. Là. Mais on va attendre de voir les prochains chiffres officiels. Et donc, tu as mentionné beaucoup d'immigrants qui viennent d'Ontario ou en dehors de la région. Est-ce que vous avez des gens qui viennent de l'étranger, donc d'autres pays? On en a quelques-uns, quelques-unes, je dirais. Là, je pense à une en particulier, là, d'origine polonaise, en fait, c'est pas sa première place au Québec. Elle était à Chibougamau avant là, pour le travail, puis elle a décidé là, de venir s'installer. Elle a décidé de venir s'installer encore là en autonomie alimentaire, un peu le concept d'autosuffisance. Elle est pâtissière, donc c'est le genre de personne avec qui on travaille aussi là, pour s'assurer qu'elle puisse exercer son métier puis nous faire des pâtisseries. Là. On aime ça goûter à ces pâtisseries depuis qu'elle est arrivée. Donc les nouveaux nous emmènent, c'est ça, beaucoup de nouveautés, beaucoup de projets là, avec lesquels on travaille là, depuis qu'ils sont là. D'accord. Et donc, le marché de l'habitation à Moffett, pour l'instant, a atteint ses capacités ou vous pouvez encore accueillir quelques personnes? Bien, il reste très peu de maisons qui sont inutilisées ou qui sont vides. Là. En ce moment, nous, on travaille la municipalité, puis c'est compliqué de le faire, là, mais on a notre édifice municipal, en fait, c'est une ancienne école qui a fermé il y a quelques années. Donc, tout le deuxième étage, qui sont des classes, on aimerait pouvoir les transformer en logements, 3,5, 4,5. Toujours pour accueillir des personnes, soit des personnes seules, des fois, ou des personnes âgées qui ont des maisons, qui ne veulent plus s'en occuper, mais qui ne veulent pas non plus quitter la communauté dans laquelle ils ont vécu toute leur vie. Donc, en leur offrant des logements comme ça, près des services, ben, on pense que ça peut libérer des maisons. Puis, des fois, des maisons qui ont 3-4 chambres, qui sont occupées par 1 ou 2 personnes. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Qu'est-ce qu'on a vu depuis les dernières années? C'est que quand ces gens-là vendent, c'est des familles qui viennent s'installer avec des enfants. Là. L'école primaire à la Tulipe, j'aurais tendance à dire qu'elle est pleine. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de votre marché public, donc ouvert en 2020 pendant la pandémie? Ce commerce de proximité a permis aux habitants d'avoir enfin un dépanneur et une station d'essence près de chez vous. Comment se porte le marché en ce moment? Bien, ça va bien. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, ça l'a ouvert en pleine pandémie. On s'attendait, personne ne pouvait s'attendre vraiment à cette tournure des événements-là, mais ça l'a rendu encore plus pertinent, le fait d'avoir des services de proximité. Lorsqu'on est davantage confiné, ou qu'il y a toutes sortes de règles qui se mettent en place, le fait d'avoir un endroit local où est-ce qu'on peut aller chercher nos aliments de base, l'approvisionnement en essence aussi, ça a pris tout son sens. Donc, ça va bien. Il y a toujours des travaux qu'on est en train de faire sur le marché public. Nous, en fait, ce qu'on cherchait la municipalité, c'était vraiment d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. On croit que ça passe par la présence de services de proximité. En fait, la qualité de vie, c'est très dur à mesurer. On veut tous avoir une bonne qualité de vie, mais ce qui est dommage, c'est qu'on dirait que la seule manière de le savoir qu'on l'avait, c'est quand on l'a pu. C'est quand on perd quelque chose, qu'on réalise qu'est-ce qu'on avait, puis à quel point ça remplissait toutes sortes de besoins qu'on avait, en fait. Donc, nous, c'est ça, l'ancien dépanneur avait fermé en 2017. On a travaillé fort pour trouver une manière, en fait, que la municipalité puisse être partie prenante d'un projet comme ça, parce qu'on doit naviguer, nous, la municipalité, dans tout l'appareil législatif complexe, notamment avec la loi sur les compétences municipales, qui dit essentiellement, vous avez le droit de rien faire, sauf qu'est-ce qu'on a écrit dans cette loi-là. Donc, il faut être assez inventif, des fois, de la manière qu'on lit les lois. Puis, le nom aussi, le concept de marché public,
C'est de là qu'on l'a pris en fait, parce que c'est une des choses que la loi nous autorise à faire. Elle nous autorise aussi à nommer une personne pour l'opérer à la place de la municipalité. Et on ne décrit en nulle part qu'est-ce qui est un marché public, non plus dans la loi. Donc, nous, de la façon qu'on l'interprète, on le voit plus comme un marché public permanent, où est-ce qu'on peut mettre en valeur les produits des producteurs de Moffett ou des producteurs locaux. Puis, en même temps, la personne qui l'opère pour nous, on lui donne le mandat. On a borné ça, en fait, dans un protocole d'entente, où est-ce qu'on lui donne le mandat aussi d'opérer un dépanneur et une station d'essence. Donc, tu t'occupes du marché public, puis en contrepartie, on te donne accès gratuitement à un bâtiment chauffé éclairé dans lequel tu dois tenir un dépanneur et une station-service avec des heures d'ouverture comme ça l'été, des heures d'ouverture comme ça l'hiver. Donc, cette personne-là, elle est capable de gérer son entreprise, puis idéalement faire de l'argent dans ce contexte-là. Puis nous, la municipalité, bien, on a créé un peu ce carré de sable-là où est-ce qu'on a dit on veut qu'il y ait du développement économique qui se fasse de cette manière-là, qui répondent à nos besoins, en fait, de services de proximité. À date, ça marche bien. Puis là, cette année, on continue, en fait, là, avec une cuisine de transformation alimentaire qu'on va adjoindre, en fait, au marché public. Les travaux ont commencé là, au début du mois de janvier, ça avance bien. Donc, c'est ça, on continue à faire des travaux autour du marché public à Moffett. Et donc, qui est à la charge du marché public en ce moment? C'est une habitante de Moffett? Oui, c'est une habitante de Moffett qui a une entreprise là, avec... Elle habite là, en fait. C'est un bâtiment qui a un logement en haut. Elle habite là avec sa famille, puis elle opère le marché public. Et est-ce que tu peux me parler plus en détail de la cuisine de transformation? C'est quoi le concept et qu'est-ce que vous allez inaugurer? C'est un peu... Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on se dirige... tranquillement la municipalité vers, en tout cas, ce qu'on veut, c'est l'autonomie alimentaire. Tu sais, on se rend compte que pourquoi l'autonomie alimentaire, c'est pas la question à se poser, c'est comme pourquoi est-ce qu'on l'a perdu. En fait, ça, c'est plutôt la question qu'il faut se poser parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours été capable de se nourrir grâce à des ressources qui étaient quand même à proximité. Maintenant, on se rend compte que on est extrêmement dépendant des chaînes d'approvisionnement. On est extrêmement dépendant d'un pétrole pas cher pour transporter des choses de l'autre côté de la planète jusqu'à nous pour les manger. Puis on se rend compte, encore là, peut-être avec la pandémie, mais pas juste la pandémie, il y a d'autres choses aussi au niveau des approvisionnements pétroliers qui montrent que, quand ça marche pas, ça peut devenir problématique très rapidement. Donc nous, la municipalité, on se questionne en ce moment à savoir comment améliorer la production alimentaire locale des deux côtés. Mettons, en amont, où est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de production, pour aider les producteurs? Notamment, là, on a aidé des producteurs qui avaient des projets d'implanter des serres agricoles où est-ce que la municipalité en a payé jusqu'à la moitié, pourvu qu'ils fournissent des aliments à la communauté. Puis on veut continuer à aider dans ce sens-là au niveau en amont. Puis en aval, on sait aussi que pour que on se nourrisse, il faut transformer nos aliments. Transformer les aliments, d'être bien équipés pour le faire. Ça peut être complexe que chacun le fasse. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, ce qu'on commence à faire, c'est une cuisine de transformation qui va être accessible à tout le monde. Soit gratuitement ou soit à un coût marginal qui correspondrait à l'électricité. Mais ça ne sera vraiment pas très cher, l'accès à ça, pour que les producteurs ou les citoyens, n'importe qui veulent faire des grosses batches de nourriture, puissent aller ensemble travailler là-dedans, un peu comme une cuisine communautaire, mais des gens aussi qui auraient des petits projets de transformation commerciaux pourraient aller aussi utiliser ces équipements-là. Donc, on y a travaillé fort, là, puis on a commencé la construction, les équipements sont en grande partie achetés, là, puis on s'attend à ce que ça puisse ouvrir vers la fin du printemps. D'accord. Et est-ce que vous envisagez d'embaucher des personnes à temps plein ou ce serait des bénévoles qui viendraient travailler? C'est difficile. Oui, bien, ça serait... L'idée, c'est que c'est chaque personne, en fait, qui en a besoin, qui vienne l'utiliser. Puis, le modèle qu'on va utiliser pour assurer la gestion de la cuisine, parce qu'on s'entend que nous, la municipalité, c'est difficile pour nous de faire cette gestion-là à tous les jours. On va l'inclure, en fait, dans le protocole d'entente qu'on a avec le marché public, où est-ce qu'elle pourra l'utiliser pour ses besoins commerciaux en même temps. Et en contrepartie, elle va également gérer les accès, gérer tout ce qui est salubrité au niveau de la cuisine. Donc, nous, ça nous permet en fait d'offrir ce service-là sans avoir nécessairement à engager quelqu'un
spécifiquement pour ça. Mais chaque personne qui l'utilise va être responsable là, de remettre les équipements propres et en ordre là, après les avoir utilisés. Et financièrement, j'imagine que c'est un gros projet pour la municipalité. Ben oui, tous les projets sont des gros projets pour Moffett parce on fonctionne avec des très petits budgets, là, mais on arrive quand même à... Vous avez le soutien d'investisseurs qui sont prêts à... Oui, ben écoutez, pour ce projet-là, c'est un projet quand même d'un budget d'environ 150 000 là, puis on a pu compter là, sur le support, entre autres, du MAPAC, là, du ministère de l'Agriculture, au niveau de la transformation alimentaire, également du centre de santé, du CISAT, là, au niveau de la sécurité alimentaire, le fait d'avoir un accès à des aliments sains et locaux. On investit, je parle juste à eux autres, là, 50 000 pour le MAPAC, 34 000 pour le centre de santé. La municipalité aussi, à travers la taxe d'assises sur l'essence. On a la Caisse des jardins du Témiscamingue qui nous a aidés. La députée Émilie Zessantérien aussi, qui a aidé ce projet-là. Donc, en tout, c'est sûr qu'il faut en mettre aussi la municipalité, mais on a quand même réussi là, à financer ce projet-là presque entièrement avec des contributeurs externes. J'ai hâte de voir ça. Ah ben, vous viendrez. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me parler du pavillon des 15, donc, qui a été inauguré en octobre dernier? Quelles sont les origines de ce projet et les différents espaces qui composent le pavillon? Oui, c'est ça. Ben, on appelle ça le pavillon des 15 parce qu'il y a une structure, un pavillon en fait, mais on pourrait aussi appeler ça un site multi-usage sportif, dans le sens que quand on a acheté le terrain, en fait, l'ancien dépanneur pour faire le marché public, il y avait un grand terrain qui venait avec à l'arrière, qui était contigu avec d'autres terrains que la municipalité possédait. Donc là, on se retrouvait avec un grand lot contigu de plusieurs terrains qu'on s'est demandé le conseil à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour être le plus pertinent au niveau de la municipalité. Puis on avait l'ancien terrain de baseball qui se trouvait là. Puis moi, j'aime bien le baseball comme sport, mais quand on y pense, pour jouer une partie, il faut quand même être 18 personnes. 18 personnes, c'est 10% de la population de la municipalité. Donc, essentiellement, il n'était pas utilisé. Il n'était pas utilisé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit davantage utilisé? Qu'est-ce que les gens font? Les gens marchaient beaucoup, donc on s'est dit on pourrait faire un sentier pédestre, chose qu'on a fait, une boucle, en fait, pédestre éclairée avec des lampadaires, ouvert l'été et l'hiver aussi, c'est super le fun. Puis, on a un terrain de soccer. Tu sais, le terrain de soccer, c'est sûr qu'on ne fera pas de grands matchs nécessairement, mais ça... un filet, puis 5-6 personnes avec un ballon, ça prend juste ça pour jouer. Puis on a aussi un terrain de volleyball de plage. Donc ça, c'est au niveau des installations sportives. Puis le pavillon, lui, c'est une assez grande structure en bois, là, avec un beau plancher en pavé uni, devant une scène extérieure, où est-ce qu'on prévoit faire, en fait, là, des spectacles, là, dans des petits spectacles, là, chose comme on a fait à l'inauguration du site là, le 2 octobre. Donc, on a eu un beau spectacle là, qui était fait avec Guillaume Laroche, Martin Bernard ici du Témiscamingue, Xavier Manta. Ça a fini très tard, puis c'était super le fun comme endroit. Fait que c'est quelque chose, tu sais, au niveau de la qualité de vie encore des gens, d'avoir accès à ces équipements-là, puis d'avoir aussi accès à ce qu'on développe davantage des événements culturels, des événements musicaux. C'est des choses qu'on veut faire aussi dans le futur et ça contribue à améliorer cette qualité de vie-là. Mais j'imagine que pour l'instant, avec les restrictions sanitaires et l'hiver, c'est compliqué de se projeter pour le spectacle. C'est toujours compliqué de se projeter. On a l'avantage que ça soit à l'extérieur, donc souvent c'est plus facile à faire. On avait un beau tournoi de hockey là, qu'on avait planifié faire au 31 décembre, qu'on a dû annuler, même s'il y avait 14 équipes d'inscrites. Là, ça aurait été super intéressant. On avait des spectacles de musique de prévus le soir aussi au pavillon. Mais c'est partie remise. On va peut-être faire quelque chose de moindre envergure là, plus tard dans le mois de février ou plus tard dans l'hiver, mais ça va finir par passer ces choses-là. Puis les infrastructures vont être là, puis on va continuer. On va continuer en fait à vivre. Là. On n'a pas le choix de continuer à vivre puis de se projeter après cette pandémie-là. Là. Ça ne durera pas éternellement. Puis même si ça dure longtemps, on va apprendre à vivre. On va apprendre à vivre avec là. Ouais. Est-ce que tu peux élaborer sur le projet de la carboneutralité de ta municipalité? Bien, la carboneutralité, là, c'est un gros mot. C'est un projet qui est difficile à expliquer.
parce que des gaz à effet de serre, c'est pas quelque chose qu'on goûte, c'est pas quelque chose qu'on sent, mais c'est quelque chose qui existe. Et en ce moment, on commence à peine, la population générale, à comprendre l'effet que ça a d'avoir émis tous ces gaz à effet de serre-là dans l'atmosphère sur la météo, les événements météorologiques extrêmes, les températures extrêmes. On commence là, à se l'approprier. Donc, c'est un peu dans le même, je dirais, dans la même veine que l'autonomie alimentaire. On veut avoir des circuits courts, on veut être près de ce qu'on fait. Tu sais, il y a façon de se faire du fun en étant proche, sans nécessairement en étant tout le temps en voyage, en étant tout le temps parti. La municipalité, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? C'est ce qu'on est en train de se poser comme question. La première étape sur laquelle on travaille, ça a été, nos usages, mettons, en carburant fossile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On avait des édifices qu'on chauffait au propane, qu'on chauffait à l'huile. On est en train de tout changer ça. Il nous reste là maintenant juste un édifice qui est chauffé à l'huile de façon comme en backup, là, si le chauffage au bois ne fonctionne pas. Mais cette année, on va le changer aussi pour que ça ne soit plus à l'huile, mais que ça soit électrique. Donc, on fait ces actions-là sur notre propre fonctionnement municipal. Puis souvent, ça ne coûte pas plus cher. Parce que, je veux dire, que ce soit le propane ou que ce soit l'huile à chauffage, même si c'était pas cher dans le temps, maintenant, quand on le compare à d'autres sources de chaleur, c'est même plus rentable. Fait que là, c'est une des premières choses qu'on fait, mais il va falloir aussi, on n'a pas le choix, de revoir, d'essayer de se projeter dans le futur. Puis quand je dis le futur, c'est pas le futur très lointain, ça peut être le futur de 5 ans, 10 ans. Essayer de voir quel genre de modèle de société dans lequel on va être capable de vivre en sachant que c'est un modèle qui est durable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une ponction de ressources naturelles plus élevée que ce qu'on est capable de faire pour être durable, justement. Fait que c'est comme toute une réflexion aussi, je pense, qu'il faut entreprendre sur l'organisation de nos sociétés. Puis, que ça soit à cause des changements climatiques, parce qu'on sait que ça, là, les gaz à effet de serre, mettons c'est sûr que là, je vais peut-être pas rentrer dans trop le technique, mais juste le gaz, le gaz carbonique, le CO2, même si on arrêtait d'émettre tout le CO2 maintenant, ben celui qu'on a déjà émis dans le passé, il va être là, dans l'atmosphère, pendant 1000 ans. Tu sais, la demi-vie de tout ça, du CO2, c'est 120 ans. Ça veut dire que dans 120 ans, ta tonne de CO2 que tu as mis dans l'air devient une demi-tonne. Puis ça continue pendant très longtemps. Fait que les changements climatiques, on est dedans, on va les vivre. Mais il y a d'autres problèmes aussi au niveau des les ressources, tu sais, le pétrole. Quand on regarde ça, on n'en fait pas des grandes publicités, tout ça, mais l'Agence internationale de l'énergie a quand même dit que, dans un de ses rapports, qu'on a passé le pic pétrolier en 2006 de pétrole conventionnel. Là, on fait des choses pour s'en sauver avec le pétrole de schiste, les sables bitumineux, mais ça ne durera pas longtemps. Là, ce que beaucoup d'experts disent, c'est que ça pourrait venir à décliner ça aussi, peut-être dans les années 2020, là, justement, là, avant 2025. Donc, c'est pas uniquement les changements climatiques, il y a aussi l'aspect des ressources qui vont devenir de plus en plus rares. Puis, comment est-ce qu'on va vivre en société? Je pense qu'on n'aura pas le choix de vivre de manière plus sobre. Mais si on commence maintenant à y réfléchir, on peut sûrement s'arranger pour que ce nouveau mode-là soit intéressant, ne soit pas imposé, mais que nous, on choisisse de s'en aller là-dedans, puis qu'on arrive à se faire du fun dans cette transition-là. Donc la municipalité est investie dans la cause environnementale. Est-ce que tu penses que les habitants ont aussi cette conscience des effets de la crise environnementale? C'est difficile à dire. Est-ce que la municipalité est investie? Tu sais, on est investi, comme je disais, au niveau, mettons, du chauffage, au niveau de repenser un peu à nos affaires. Je suis pas prêt à dire que la population, elle est investie là-dedans. Je pense que il y a certaines personnes, évidemment, qui s'y intéressent. Moi, je m'y intéresse beaucoup. Il y a des gens au conseil aussi qui s'y intéressent. Mais c'est le genre de choses qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain et changer plein de choses, là. C'est une approche qui faut qu'elle soit graduelle, mais quand même assez rapide. Oui. Donc, il y a beaucoup de communication à faire là, au niveau de ces enjeux-là qui sont réels, là, puis qu'on va tous... tu sais, la pandémie nous cause des petits problèmes en tant que tels, là, qu'on s'en plaint, là, mais les problèmes associés au changement climatique puis à la rareté des ressources, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus importants que ces petits problèmes-là. Donc, c'est important de garder une cohésion sociale pour faire face à des problèmes de cette ampleur-là. C'est sûr.
Est-ce qu'il y a des projets, des nouveaux projets sur lesquels la municipalité travaille que je n'ai pas mentionnés en ce moment? C'est sûr qu'on va faire des annonces un peu plus tard au niveau de ce qui est l'autonomie alimentaire, probablement carboneutralité aussi. Mais là, en ce moment, là, le gros projet qu'on essaie d'achever, c'est vraiment la cuisine de transformation. Là. Tu sais, ça paraît pas, mais on est des petites équipes. Hein. On fonctionne, là, on est 3 employés à la municipalité, on a les conseillers. Il y a moi aussi qui travaille presque, je ne veux pas dire à temps plein, là, mais je mets beaucoup d'heures pour faire avancer des projets comme ceux-là. Donc, on n'a pas la capacité de travailler sur plein de projets en même temps. Mais on essaie de garder un bon rythme quand même. Là, puis celui-là, en ce moment, c'est celui qu'il faut mettre en place rapidement. D'accord. On espère te voir à nouveau ici pour en parler quand il sera ouvert. Ah non, mais j'espère que vous allez venir à Moffett pour faire une entrevue sur place. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis Charlotte Waro, votre nouvelle journaliste à TV Témis. Un nouvel épisode est disponible chaque semaine. Merci et à bientôt.